We are now entering the decisive phase for the future governance of European club football. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le moment de parler de la Super League. Elle n'est pas morte. L'agence promotrice de la compétition A22 Sport Management vient d'annoncer une nouvelle version du projet avec argument à l'appui. Le mot d'ordre, c'est le changement. Ben Richard, à l'initiative de la vidéo, fait bien comprendre que le football a besoin de renouveau jusqu'à distinguer 4 points majeurs. 80 équipes au maximum pourront prétendre à leur place sur plusieurs divisions, 100 membres permanents et chaque club jouera au moins 14 matchs par saison. Le Real Madrid, le Barça et la Juventus ont contacté 50 clubs pour créer le meilleur tournoi possible avec 10 principes détaillés dans un communiqué. On va les regarder ensemble pour ensuite ressortir un avis objectif, les avantages, les inconvénients et si je suis pour ou contre. Enfin bref, les amis, je compte sur vous pour bombarder la vidéo de j'aime, pour le soutien et le référencement. Comme d'habitude, vous connaissez la recette. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Au passage, avant d'entrer dans le vif du sujet, le week-end est lancé et c'est l'occasion de profiter des matchs pour tenter un prono sur BetClick. Je rappelle que mon code LEXCITY permet de récupérer jusqu'à 100 € sur le premier pari s'il est perdant en freebet. C'est le moment de lancer les hostilités et pour ce faire, même si certains ont sûrement déjà vu dans les lignes, on va d'abord lire ce qu'a écrit l'entreprise communicante pour la Super League. Le point numéro 1, c'est qu'il y aura des compétitions ouvertes et méritocratiques. La Ligue européenne de football devrait être une compétition ouverte avec plusieurs divisions, comptant 60 à 80 équipes et permettant une distribution durable des revenus à travers la pyramide. La participation doit être fondée sur le mérite sportif annuel sans membres permanents. Pour le rappel, dans la première version, il n'y avait que des membres permanents justement. Un système de qualification ouvert reflétant les performances nationales des clubs permettrait à ceux en pleine ascension d'accéder à la compétition, maintenant une dynamique compétitive au niveau national. Tout le monde peut espérer avoir son ticket. Le point numéro 2 est réservé aux championnats nationaux, le socle du football. Les clubs participants devraient rester pleinement engagés dans leurs championnats nationaux, comme ils le sont aujourd'hui. En parallèle, il faut répondre au besoin crucial de renforcer et rendre plus compétitifs les championnats nationaux à travers le continent. Les compétitions européennes doivent jouer un rôle central dans la réalisation de cet objectif en générant et en allouant des ressources supplémentaires à travers tout le système. Ce qui est bien, c'est qu'on touche pas aux choses déjà en place. Ensuite, le point numéro 3 consiste à améliorer la compétitivité grâce à des ressources stables et durables. Le but, c'est que les clubs aient une plus grande stabilité et une meilleure visibilité de leurs revenus annuels afin de prendre des engagements raisonnables à long terme en matière d'investissement liés aux joueurs et aux infrastructures. Pour ce faire, les clubs joueront un minimum de 14 matchs européens par saison. Comme on l'a vu précédemment dans l'intro, le point numéro 4 repose sur la santé des joueurs qui doit être au centre du jeu. Le nombre de jours de match des compétitions européennes ne devrait pas porter au-delà de ceux figurant dans les calendriers actuellement prévus. Il est important que les clubs et les joueurs ne soient soumis à aucune obligation de participer à des tournois élargis ou à de nouveaux formats imposés par des tiers. Vraie différence avec l'UEFA ou la FIFA. Pour suivre le dernier paragraphe, le 5e point précise que les compétitions sont gérées par les clubs avec des règles de viabilité financière transparentes et bien appliquées. La structure de gouvernance doit être entièrement conforme à la législation européenne. Les dépenses devraient reposer uniquement sur les ressources générées et non sur des injections de capitaux qui faussent la concurrence. Les clubs devront dépenser qu'un pourcentage fixe de leurs recettes annuelles liées au football pour les salaires des joueurs et les transferts nets. Cette fois, c'est le fair play financier qui en prend un coup. Le point numéro 6 est surtout un objectif afin de devenir la meilleure compétition de football au monde. Les amateurs de football méritent de vivre le meilleur football et d'assister aux meilleurs matchs. Il est essentiel que les jeunes générations, attirées par les sports US et les loisirs numériques en pleine expansion, continuent d'aimer le football et qu'il continue d'être le sport le plus populaire au monde. Ça ne peut se faire qu'à travers des compétitions qui rassemblent les meilleurs joueurs du monde dans des matchs passionnants tout au long de la saison. Les principaux acteurs doivent prendre du plaisir autant que les supporters. Le football est le sport populaire par excellence et le dialogue avec les supporters et les groupes de supporters indépendants est essentiel afin d'entendre les revendications qui permettront d'améliorer leur situation. Des mesures additionnelles devront être prises pour faciliter la présence des supporters au match à l'extérieur. Des normes d'infrastructure devront également être définies afin que les stades de football atteignent des niveaux de qualité élevés et ainsi améliorer le football en direct. Le football féminin a aussi sa place. Les parties prenantes du football devront promouvoir et développer le football féminin en le plaçant sur le devant de la scène, aux côtés des compétitions masculines. Pour atteindre cet objectif, le financement devrait être considérablement étendu au-delà des contributions actuelles des compétitions européennes de clubs féminins. Les investissements devraient être réalisés non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau de la formation des jeunes joueuses. Pour pas faire de jaloux, le football amateur est également considéré. La solidarité est un pilier essentiel du football européen et devrait être étendu bien au-delà des niveaux actuels. Un minimum de 400 millions d'euros par an sera dédié à la solidarité avec le monde amateur. Les clubs non participants ainsi qu'au cost social, soit plus de 2 fois la contribution actuelle des compétitions de clubs en Europe. La transparence devrait être assurée par la supervision d'autorités indépendantes avec un rapport annuel clair sur les dépenses et leur impact. Enfin, on en vient au 10e et dernier point, le respect du droit et des valeurs de l'Union européenne. Aucun club européen ne devrait être contraint de recourir à des systèmes de résolution des litiges externes à l'état de droit de l'UE. Les mécanismes d'arbitrage dans le domaine du sport devraient être strictement circonscrits aux questions sportives et tout autre litige devrait être examiné par une instance appropriée. Enfin, tous les litiges devraient être placés sous le contrôle, en dernier ressort, du système judiciaire de l'UE. C'est vraiment quelque chose d'assez complet, on est d'accord, et bien mieux aussi que la première version.
L'annonce de la nouvelle version de la Super League a forcément fait réagir au sein de la presse. En Angleterre, certains fans ont rapidement protesté contre le nouveau projet et vont se battre à leur manière pour que la compétition ne voit pas le jour. Les tabloïds anglais relayent successivement l'événement avec le terme de Super League Zombie. Le Guardian préfère revenir en détail sur la nouvelle vision des initiateurs et la réalité alternative proposée. Du côté de l'Espagne, l'Estadio Deportivo affiche un Florentino Pérez conquérant au premier plan. A noter que la Super League s'ouvre désormais au plus grand monde et des équipes de Liga telles que Séville, le Betis, Valence ou encore la Real Sociedad pourront participer au tournoi. En parlant de la Liga, le boss du championnat espagnol a pas tardé à rétorquer pour affirmer son opposition. Javier Tebas a posté un tweet pour dire qu'aujourd'hui nous avons écrit un article dans les médias nationaux et internationaux. Certains médias nationaux l'ont censuré. C'est plus la Super League, c'est la Super Fake. Momoini sort de ce corps. Plus sérieusement, c'est pareil pour l'ECA. La fameuse association qui représente les intérêts des clubs a sorti un communiqué à la fois pour descendre la Super League et pour vanter la nouvelle Ligue des Champions prévue pour 2024. C'est bien parti pour une guerre entre dirigeants. En octobre dernier, on était déjà sur des prémices lorsqu'un certain Ceferin s'en prenait aux 3 clubs représentant le tournoi. Je cite: nous avons 3 présidents de clubs qui réclament encore quelque chose pour leur ego, mais d'un autre côté, ils ont été les premiers à s'inscrire en Ligue des Champions de peur d'être expulsés. Idem concernant un certain Nasser Al-Khelaifi. Ce qui est étrange, c'est qu'il célèbre également la victoire dans la compétition de clubs de l'UEFA, qui est sans doute la meilleure compétition de clubs au monde. Florentino Pérez n'avait pas manqué de répondre lors de l'assemblée générale de son club. Le président de l'ECA a dit que Madrid avait peur de la concurrence. Peut-être faudrait-il rappeler au président de l'ECA qui est le Real Madrid. On en vient enfin à mon avis, je pense que la Super League a désormais plus de points positifs que négatifs. La première version était simplement injuste pour l'ensemble du football, or c'est maintenant plus élargi et les initiateurs prennent en compte l'écosystème au complet, des clubs aux compétitions existantes. La Super League peut amener du renouveau ou de l'enjeu à plusieurs niveaux, peu importe le classement d'une équipe dans son championnat. Par contre, une autre question essentielle se pose et c'est aux joueurs de répondre. Avec un calendrier déjà très chargé, jouer près de 15 matchs supplémentaires, est-ce de trop pour garder une forme physique accrue ? Un aspect que beaucoup d'entraîneurs prennent en considération, comme en attestent certaines déclarations. En 2020, Jürgen Klopp ou encore Guardiola se plaignaient du rythme infernal réservé aux principaux acteurs et ne comprenaient plus le fait de ne pouvoir effectuer que 3 changements au cours d'un match. Heureusement, j'ai envie de dire, depuis l'exercice 2022-2023, la Première Ligue permet aux écuries anglaises de faire 5 remplacements. Enfin bref. Le deuxième point noir, à mes yeux du moins, c'est que les hommes à la tête donnent pas entièrement confiance. J'ai personnellement vu le documentaire en 4 épisodes réalisé par Apple, dans lequel tous les dirigeants sont interviewés et on a la vision de chacun vis-à-vis de la Super League, au-delà du simple pour ou du simple contre. On constate parfois le manque de morale chez certaines personnes, à l'image d'Agnelli pour l'histoire connue de tous. Ceferin était quand même le parrain de sa fille et mijotait un projet frontal à l'UEFA dans son dos. La trahison, comme certaines méthodes douteuses de Pérez et Laporta, tournent pas trop en leur faveur. A l'exception de ce côté personnel, je suis plutôt ouvert à la Super League 2.0, d'autant que l'UEFA perd pas mal de points au fil du temps. Si le président de l'instance sera le premier opposant au projet, en parallèle c'est difficile de défendre la nouvelle Ligue des Champions prévue pour 2024. D'ailleurs les critiques fusent et on comprend qu'il y a une intention de garder les gros clubs sous la main. Enfin, la raison pour laquelle c'était un échec au départ, c'est bien parce que certains clubs seulement étaient privilégiés. Seule une dizaine de gros clubs pouvaient prétendre à jouer la compétition. Les fans ont pointé du doigt la division claire avec le football populaire au profit de l'argent, sauf que finalement, le football d'aujourd'hui montre déjà une certaine forme d'inégalité. Des clubs disposent de moyens financiers beaucoup plus importants que d'autres, à l'image de l'Angleterre grâce en partie aux droits TV, ou les clubs États tels que le PSG et Manchester City. Le monopole est présent au sein des 5 ligues majeures, car à la fin, le titre de champion revient souvent au même, avec un S. Maintenant, est-ce que la Super League va véritablement voir le jour ? Rien n'est sûr. La Cour de justice de l'Union Européenne a encore son mot à dire, malgré quelques victoires importantes, comme le fait que les clubs voulant rejoindre le navire ne pourront pas être sanctionnés par l'UEFA ou la FIFA. D'un autre côté, il y a la bataille de l'opinion à remporter en plus du frein des grandes instances. Nasser Al-Khelaifi se trouve au plus près de Ceferin et le Paris Saint-Germain sera difficilement de la partie si les fans ne sont pas majoritairement pour le lancement de la Super League. Affaire à suivre. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo où je revenais sur l'ensemble du nouveau projet de la Super League. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu comme d'habitude. Dites-moi à votre tour dans les commentaires si vous êtes pour ou contre cette nouvelle version de la Super League. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.